Bonjour ou rebonjour à vous tous. Alors, on va entamer avec ce duo que je vais vous présenter une session qui va prendre une partie de l'après-midi sur des illustrations de ce que donne en fait la transition et l'adaptation concrètement dans les territoires. Et pour introduire cette session qui va se décliner sur plusieurs focus différents, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Peillon, vous êtes secrétaire général à la planification écologique, et Sébastien Maire, délégué général de France, Villes et Territoires Durables. Alors, vous dirigez tous les deux des structures qui sont relativement jeunes, vous très jeunes, hein, vous êtes nés en 2022, vous à peine plus âgés, 2019 je crois. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de rappeler quelles sont les grandes missions en fait, des structures que vous représentez, et peut-être pour introduire le sujet, les grands travaux, où on en est en fait sur ces thématiques-là, avant d'aborder les questions. On commence par vous, Antoine Peillon. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc alors, le secrétariat général à la planification écologique, c'est effectivement assez jeune. Donc ça a été créé en juillet 22. On est placé auprès du Premier ministre. Donc on a été installé par Elisabeth Borne, puis Gabriel Attal, et maintenant Michel Barnier. On est une petite équipe et on travaille avec l'ensemble de tous les ministères, opérateurs de l'État, pour essayer de construire une vision la plus concrète possible, année après année, de la façon dont on fait baisser nos émissions, dont on aussi protège la biodiversité, dont on fait cette transition concrètement. Et donc ça, notre métier dans un premier temps, ça a été aussi beaucoup de casser les silos entre les approches qui étaient très thématiques et d'essayer de construire une vision à peu près coordonnée. Et puis surtout, et ça a été un deuxième temps du travail, et je pense qu'il nous amène aussi beaucoup à la discussion d'aujourd'hui, c'est mieux comme ça, oui. C'est la question de ce qu'on appelle la territorialisation de cette planification. Donc bien sûr, les collectivités locales et tous les acteurs du territoire n'ont pas attendu le SGPE pour pouvoir s'engager concrètement. Pour autant, c'était nécessaire de voir cette démarche qui se territorialise. Et donc on a lancé avec Christophe Béchu, il y a maintenant une bonne année, les COP régionales, qu'on conduit du coup à des délibérations aussi dans chaque territoire, qu'on conduit à des délibérations aussi au niveau départemental, parfois infradépartemental, dans les métropoles, dans les intercommunalités, et qui amènent à des plans d'action renforcés qu'on est en train de travailler en ce moment. Et donc ça nous a occupé une partie du temps. Et plus généralement, on s'assure aussi de s'intéresser à la fin, est-ce que tout cela fonctionne? Et donc finalement, où sont les résultats? Quelles sont les baisses d'émissions? Quelles sont les baisses de prélèvement d'eau? Et donc, spoiler, on a pour l'instant de bons résultats en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elles accélèrent beaucoup. On est à 6% par rapport à l'année dernière, donc en 2023. Début de l'année 24, ça marchait aussi. En parallèle, l'empreinte carbone de la France baisse aussi, donc ce n'est pas simplement des émissions qu'on a exportées à l'extérieur de nos frontières. Pour autant, on a des points de vigilance, parce qu'il y a une partie de l'explication qui est le contexte de la météo qui est plus clémente, qui est aussi l'économie qui se porte un peu moins bien, et donc derrière, il ne faut pas qu'on relâche d'efforts, et on a l'occasion d'en débattre, j'en suis sûr, à la fois en matière de transport en commun, de rénovation, de gestion, de transition agricole, etc. etc. Merci pour cette première introduction. Sébastien Maire, peut-être quand même rappeler ce que c'est que France Villes et Territoires Durables. Eh bien, c'est une association d'intérêt général, nationale, qui réunit à la fois l'État, plusieurs ministères et un grand nombre des agences et des opérateurs qui sont directement à la manœuvre sur ces questions de villes, de territoires, de planification, des collectivités locales et certaines de leurs fédérations nationales, plutôt échelle du bloc local, communes et intercommunalités, des entreprises de toute taille et tout secteur d'activité, aussi bien des entreprises du CAC 40 que des start-up ou beaucoup d'entreprises de l'ESS à présent. Et puis enfin des experts qui sont plutôt des têtes de réseau national, comme le Conseil national de l'ordre des architectes, celui des notaires, l'Union sociale pour l'habitat, des organisations interprofessionnelles, etc. Et le but de l'association, c'est de repérer et de rediffuser le plus largement possible aux décideuses et décideurs locaux, politiques et administratifs, des outils, des méthodes, des exemples de réalisation de politiques publiques qui permettent à la fois d'accélérer les transformations nécessaires, le mot accélération étant particulièrement important, et en même temps, avec les mêmes budgets, les mêmes projets, les mêmes gouvernances, les mêmes processus, faire monter les territoires en résilience, car il est déjà trop tard sur un certain nombre de sujets. Il faut regarder ça lucidement pour adapter le fonctionnement du territoire. Alors, comment est-ce que vous avez reçu le travail de planification et de territorialisation entamé
dont parlait Antoine Peillon il y a Alors, 5 je minutes. précise que ce n'est pas de la flagornerie parce qu'Antoine Peillon est assis à côté de moi, mais je crois que c'était très attendu par les professionnels. On sent bien que les enjeux de transformation écologique ne peuvent pas uniquement être planifiés ou décidés à l'échelle locale. C'est bien sûr à l'échelle locale que ça se fait concrètement. En revanche, on est sur des territoires qui sont tous interconnectés les uns avec les autres, qui partagent tous les mêmes ressources, les mêmes infrastructures majeures. Et enfin moi je suis peut-être un peu réac, je ne pensais pas que je disais ça il y a quelques années, mais je regrette les datards. Et on en vient à se dire, mais le rôle de l'État dans la planification écologique, il est de plus en plus central en fait. Bien sûr, c'est au niveau des territoires que ça se fait, mais par exemple les ressources nécessaires à la planification écologique, les matériaux biosourcés au hasard, peu importe. On laisse chaque territoire prendre tout ce qu'il a chez lui sans partager avec les autres et les autres se débrouillent. Enfin, comment on organise ce partage? Et ça, c'est plutôt à l'échelle nationale. C'est également le cas, à mon avis, sur la vision à long terme. Et je prendrai juste un exemple pour terminer. Je crois que c'est le préfet des Alpes-Maritimes, l'été dernier, qui a dit, face à l'incapacité des élus locaux à se mettre d'accord sur le partage de l'eau, il leur a dit assez clairement, mais écoutez, on ne peut pas à la fois avoir une politique d'attractivité qui vise à accueillir toujours plus d'habitants, d'entreprises, de touristes, etc., qui vont consommer plein d'eau, puis en même temps vider les pompes, les nappes phréatiques pour faire de la neige artificielle. Il y a un moment, il va manquer d'eau. Et comme ça a été très bien dit dans le territoire, dans la table ronde précédente, un territoire qui n'a plus d'eau, c'est un territoire qui est plus habitable, quelle que soit sa dynamique d'attractivité au nom du marché. Je crois que le problème de la montagne, on va en reparler d'ailleurs plus tard dans l'après-midi. Alors, Antoine Peillon, vous avez commencé à parler des COP régionales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis aussi, est-ce que c'est justement lié à cette territorialisation, le fait que ce deuxième temps de la planification, il soit plus axé adaptation que ne l'était le premier? Alors, plusieurs choses. C'est l'inverse Oui. d'ailleurs. Oui. Alors, le sujet, plusieurs choses. Je pense que le point qui a été mentionné juste avant sur la question des ressources, il est central dans ce besoin de planification. Je tire juste l'exemple de l'eau un tout petit peu plus parce qu'il est vraiment très marquant. Je pense que c'est important d'avoir en tête que pour l'instant, le rythme de réchauffement que nous vivons mondialement, donc 3 degrés de réchauffement, ce qui veut dire 4 degrés en France, devrait conduire, alors même qu'il va pleuvoir quasiment toujours autant, mais à des moments différents, à ce que parce qu'il fait plus chaud, il y a plus d'eau qui est dans l'atmosphère et moins d'eau utile au sol. Et on pourrait perdre jusqu'à un quart, 50 milliards de mètres cubes sur l'ensemble de tout ce de l'eau utile pour nos territoires. Et donc concrètement, ce quart-là, ça correspond à plus que l'intégralité de ce qu'on prélève aujourd'hui. Donc ce qui va nous manquer demain, c'est plus que l'intégralité de ce qu'on prélève aujourd'hui. Et donc on voit bien que ce sujet de la répartition de l'eau, de l'usage de l'eau, la sobriété va contribuer à ce que ça passe, mais en tout cas, ce ne sera pas suffisant. Et donc, il faut se coordonner. Et ce n'est pas uniquement une question de la maille, par exemple, communale ou intercommunale va être importante, mais ce ne sera pas la seule non plus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut jouer sur les différentes échelles. Donc ça nous a amené... Donc ce problème de l'eau, on l'a sur la biomasse, on l'a sur l'énergie, on l'a sur le foncier, on l'a sur plein de choses. Et d'où ce besoin en permanence d'itérer entre les différentes échelles géographiques. Et c'est ça qu'il faut trouver le bon mode d'emploi pour y arriver. Donc, ce qu'on a testé dans les COP régionales, c'est une façon de faire. Je ne sais pas si c'est pas la seule. Et en tout cas, je pense qu'elle produit des résultats intéressants. C'est la façon suivante, c'est-à-dire qu'on ne part pas de rien. C'est-à-dire on sait pas une consultation large sur qu'est-ce qu'il faudrait faire en théorie. On part d'un ensemble de leviers qui sont déjà avec un certain nombre de curseurs. Tel effort sur le remplacement des chaudières, tel effort sur le linéaire de haies en agriculture, etc. Et puis on dit, ben voilà, si on part de ça sur le territoire, alors c'est la bonne maille pour que quand on agrège tous les territoires, on soit à la hauteur du rendez-vous national. Pour autant, il y a peut-être d'autres solutions au niveau local qui peuvent très bien marcher. À vous de les inventer. C'est ça le débat de la COP. Par contre, si on dit on a moins d'ambition, par exemple, sur la rénovation énergétique, l'isolation en performance globale parce que c'est difficile, et bien dans ce cas-là, on peut en faire moins, mais il faut dire ce qu'on fait plus ailleurs pour pouvoir compenser cette moindre baisse de gaz à effet de serre. Donc, quelque part, chaque territoire peut reconfigurer totalement son plan d'action. Par contre, il faut simplement qu'à la fin, ça boucle et que du coup, on arrive à l'ambition. Ça, c'est vraiment ce qui a nourri les réflexions de la première année. Et quand on en tire un bilan, et ça, je pense que c'est important d'avoir quelques éléments dessus, c'est qu'à la fois, on voit que quasiment tous les territoires sont engagés sur les différents sujets. Pour autant, il y a un vrai enjeu d'intensité de l'action.
Et donc pour l'instant, ça boucle pas bien. Donc pour l'instant, le compte n'y est pas en général. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait, ça veut dire que quand on est précis et quantifié, on a un problème. Ça, c'était une des premiers enjeux, c'était le sujet de l'atténuation. Au moment de l'atténuation, en parallèle, on a aussi traité des enjeux de ressources en eau, de biomasse, de forêt, etc. Et ça nous amène de façon plus systématique, là en 2025, l'année prochaine, à traiter la question de l'adaptation. L'adaptation, c'est comme M. Jourdain, on en faisait déjà toutes et tous. Donc quand on traite l'eau, quand on traite la forêt, quand on traite une partie de l'aménagement, on fait déjà l'adaptation au changement climatique. Mais là, l'enjeu, c'est de le faire de façon beaucoup plus systématique, à 360 sur l'ensemble des sujets. Et donc là, il y a des travaux qui seront engagés en début d'année prochaine, du coup, sur l'ensemble des territoires et des COP, pour donner ce coup de collier supplémentaire pour relever le défi. Alors, on a parlé des initiatives que pouvait prendre chacun des territoires, mais il y a quand même un cadre, notamment réglementaire, qui existe aujourd'hui, qui peut contraindre certaines initiatives territoriales. Sébastien, je crois que vous aviez un mot à dire là-dessus. Quelle est la latitude en fait, des territoires aujourd'hui pour agir dans ce cadre-là et comment est-ce qu'ils peuvent éventuellement le... Il y en a qui arrivent très bien. Il y a des territoires qui arrivent tout à fait à naviguer dans le cadre des différentes réglementations pour poursuivre leurs objectifs de transition écologique et d'adaptation. Et finalement, alors je sais que ce n'est pas trop dans l'air du temps non plus, mais quand on parlait dans la préparation de ce cadre réglementaire, moi, j'avais plutôt tendance à penser qu'il était un peu trop souple qu'un peu trop rigide. Vous revoyez mon côté datard, là. Hein, mais un peu daté aussi. Et surtout un peu daté. Je prends un exemple. Mais c'est normal, je jette la pierre à personne. Hein. Une réglementation nationale, ça prend du temps à être élaboré, à être voté. C'est parfaitement normal. Sauf que le monde anthropocène va plus vite que notre capacité à élaborer des nouvelles réglementations. Je vais prendre par exemple le sujet de l'inondation, qui a beaucoup été abordé dans la table ronde précédente, et c'est pas fini. Moi, j'ai fait une de mes religions là-dessus, grâce à lui, là, Éric Daniel Lacombe, très célèbre, parce qu'il a fait un quartier qui a supporté une crue millénale juste après sa livraison. À Romorantin, puis depuis, il fait plein de choses. Mais les PPRI, la réglementation relative à la prévention du risque d'inondation, sont basées sur le monde holocène, c'est-à-dire un monde qui ne bouge pas, où on a des équilibres climatiques, où on peut se référer à des événements extrêmes, en considérant qu'il y a une occurrence centennale, millénale, parce qu'on était dans un monde où les équilibres climatiques étaient stables. On est rentré dans l'anthropocène, c'est-à-dire dans l'inconnu, sur les événements climatiques à venir. Aujourd'hui, la réglementation, elle dit toujours qu'on a le droit de construire si on est en dessous de ce qu'on appelle les plus hautes eaux connues. Alors les collectivités l'adaptent, elles font les centenales plus 10 cm, plus 20 cm maximum, hein, parce que c'est à des coûts après, hein, évidemment, tout ça c'est des coûts. Mais les inondations du Nord-Pas-de-Calais l'hiver dernier, 2 fois de suite, niveau des plus hautes eaux connues, plus 60 cm. Et elle reviendra l'eau. Hein. Moi, quand j'ai entendu... des décisions disant il faut tout reconstruire à l'identique au même endroit le plus vite possible, on peut difficilement faire moins résilient que ça, parce que si l'eau est déjà passée, elle repassera. Hein. Donc ça pose vraiment cette question de la capacité des collectivités à mobiliser les nouvelles données disponible aujourd'hui, et je pense à l'intervenante de la table ronde précédente avec son logiciel de simulation des événements majeurs. La start-up Kraken. Voilà, il existe beaucoup de sociétés aujourd'hui qui produisent ce type de données, qui sont extrêmement précises et qui peuvent être des outils d'aide à la décision supplémentaires à la réglementation pour les élus. Ça ne remplace pas la réglementation, il faut respecter la réglementation. Par contre, on peut aller plus loin. On peut mobiliser des données qui nous disent, mais anticipons sur l'évolution à venir de la réglementation pour ne pas aller construire des équipements publics accueillant du public vulnérable dans des endroits dont on sait aujourd'hui, en mobilisant les bonnes datas, qui seront inondables demain. Alors, Antoine Peillon, comment vous réagissez à ce constat que la réglementation est un peu datée et n'évolue pas suffisamment rapidement, et à la possibilité de l'adapter à la maille territoriale? Alors, non, mais il y a clairement des évolutions à faire. Et ça, je pense que, et par ailleurs, sur ce sujet de l'adaptation au changement climatique, le gouvernement a mis en consultation, donc je crois qu'Agnès Pannier-Runacher en a parlé ce matin. Elle en a parlé, oui. Du fameux PNAC 3, qui du coup prévoit notamment l'évolution du cadre sur la question des inondations, notamment, et pas que. Et je pense que c'est nécessaire. Après la réglementation, il y a toujours une forme d'équilibre à trouver entre la règle qui rassure et qui stabilise tout le monde, et puis le coup d'avance aussi et la flexibilité qui permet de prendre tout en compte. Donc il y a chaque fois un curseur à positionner. Sur le cas particulier de l'inondation, je pense qu'il y a il faut totalement du coup
mieux intégrer un certain nombre de données. Je pense en particulier aux études Explore 2 qui ont été faites sur comment est-ce que je territorialise l'impact du changement climatique en France en projection sur les différents scénarios. Quel est l'impact sur l'hydrologie, l'hydrométrie, etc. Donc ça, c'est un des éléments importants. Ça va conduire, en termes de résultats, à se réinterroger sur la façon de vivre ces territoires inondables. Parce qu'il y a deux choses. Jusqu'à présent, on avait les plus hautes eaux connues, comme vous le dites, et donc de ce fait, on avait autorisé un certain nombre d'urbanismes. Là, on sait bien que ces zones vont être dépassées, et donc les populations exposées seront plus larges. Et donc la question de traiter ce stock, entre guillemets, de zones difficiles, va être de plus en plus importante et de plus en plus difficile. Et les outils classiques d'expropriation ou de travaux sur le bâti ne seront pas forcément adaptés toujours. Et donc il y a une façon de vivre avec l'eau qui va devoir évoluer aussi dans notre doctrine, aussi dans notre réglementation. Et ça, c'est encore pour une large partie devant nous, même s'il y a effectivement des territoires qui ont déjà expérimenté des formes et sur lesquelles on peut s'inspirer. Alors, il nous reste 4 minutes. J'ai 2 questions. Vous êtes 2. Je vous laisse vous débrouiller. C'est pour vous 2 les 2 questions. Quelle est, à votre avis, la bonne maille territoriale pour agir et avec quel outil? Enfin, ça, c'est une question. Et quelle est la bonne répartition des financements et des responsabilités entre public et privé? Et du coup, quelle serait la bonne gouvernance? 4 minutes, top chrono. Qui veut commencer? Allez-y. La bonne maille territoriale, c'est celle qui permet la meilleure gouvernance entre privé, public, acteurs locaux, etc. La plupart des enjeux auxquels on est confronté ne répondent pas à des compétences qui dépendent soit du département, soit de la commune, soit de etc. etc. Et l'idée, c'est la coopération entre le public et le privé. Je réponds 2 questions en même temps, du coup, qui est absolument fondamentale. Bien sûr, on a tendance à penser qu'avec les compétences des EPCI, le PCI est quand même bien plus pertinent que la commune pour tout un tas de sujets. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait l'État, par exemple, avec les CRTE, où il a laissé au territoire... CRTE ça a changé de nom plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est contrat de réussite de la transition écologique. Avant, c'était réussite de l'économie. Enfin non, c'était relance, puis transition écologique. Je crois que l'État a choisi de laisser au territoire le choix du périmètre en fonction, justement, de la capacité des acteurs à faire ensemble. Alors, parfois, c'est une commune, parfois, c'est 2 intercos. Je pense que ça, c'est pertinent. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu de la dentelle, la bonne maille. Mais l'approche régionale qui a été choisie pour les COP me semble pertinente, parce que si on pense transport, ressources et grandes régions géographiques, on a quand même besoin d'un ensemblier un peu plus large. Sur le public et le privé, ce qu'il y a de certain, c'est que si on prend par exemple la question de l'adaptation, la balle est dans le camp du privé, pas du public. Exemple type, une collectivité qui met en place aujourd'hui un plan d'adaptation, de débitumage, de végétalisation, etc., elle va le faire sur son domaine public. Pas le droit d'aller le faire dans le privé, qui représente en moyenne sur un territoire 20% du territoire. 80%, c'est des bailleurs, des copros, du tertiaire, le clergé, et la collectivité n'est pas fondée à agir là. Ces 20%, ils sont par ailleurs extrêmement contraints. C'est là qu'il y a tous les réseaux, les bus, etc., etc. Donc c'est pas là que la maille est. La maille, elle est comment la collectivité arrive à créer un embarquement des propriétaires privés, aussi bien sur l'atténuation que l'adaptation d'ailleurs. Et il y a plein d'exemples qui fonctionnent. Je termine en disant que si vous voulez suivre ça, on est en train d'accompagner la ville de Montrouge qui veut créer un conseil local de l'adaptation avec les copros, les bailleurs, etc. Et donc recontactez-nous si ça vous intéresse. Bravo. Merci. Antoine Peillon, vous aurez le mot de la fin. Sur la maille d'action, je pense qu'elles sont multiples. Je pense qu'on est très attaché au bassin de vie, à la proximité, donc commune, intercommunalité. Et comme ça vient d'être dit, il y a besoin d'échelle de mutualisation et de coordination sur la question des ressources. Et donc, et le département, et la région, et le niveau national aussi, et même le niveau européen, en réalité, ont leur rôle à jouer aussi dedans. Par contre, la maille opérationnelle, c'est bien souvent la maille très locale. Sur la question de la répartition, notamment public-privé, moi, je voudrais vous partager un chiffre que je trouve à la fois intéressant et préoccupant. On a regardé avec les économistes, avec Jean Pisani-Ferry, Selma Mahfouz, etc., en creusant le volume d'investissement nécessaire. Donc, c'est les fameux, vous qui suivez le sujet, 100 milliards de plus par an nécessaires en investissement public et privé d'ici 2030. Quand on fait le zoom de ce que c'est pour moitié des bâtiments, pour un tiers de la mobilité, notamment tout le sujet des voitures, devant les infrastructures de transport en volume. Et puis après, le reste, c'est en réalité des quelques milliards qui est additionnel. Quand on regarde après la rentabilité de tout cela, on voit qu'il y a à peu près
un quart des baisses d'émissions qui sont adossées à des investissements, donc à une partie de ces 100 milliards sur lesquels il y a de la rentabilité et il y a de la capacité financière et technique des acteurs à faire. Un quart seulement, ce qui veut dire que les 3 autres quarts, aujourd'hui, soit on n'a pas de rentabilité, soit on a une rentabilité théorique, mais des acteurs qui n'ont pas forcément les capacités techniques et financières. Et donc c'est là, sur cette ligne-là, qu'il faut qu'on joue le public et le privé pour se compléter, dérisquer, compléter un peu pour qu'on ait de la rentabilité et de façon à mobiliser l'ensemble des forces. Donc ça, c'est tous ces sujets très larges. Je vois que le chrono est fini. Et puis vu que vous avez fait une petite page de pub, j'en termine avec la mienne aussi. Allez-y. Que dans tous ces enjeux complètes de la planification écologique, on a mis en place un petit atelier un peu sur la mode de la fresque pour le climat qui s'appelle le Bon Plan, qui est ouvert à tous. 10 participants. Il y a un petit site internet sur lequel vous pouvez tous vous inscrire. On s'est formé des animateurs et ça permet de façon ludique et pédagogique de découvrir les enjeux de la planification écologique et de naviguer dans cette grande complexité. Merci à tous. Merci beaucoup. Et alors moi aussi, je fais ma petite page de pub. D'une part, pour dire que Selma Mahfouz, justement, elle va intervenir dans l'autre salle sur les financements. Et pour dire que grâce à la tribune et à notre invitation, vous allez peut-être travailler ensemble sur la territorialisation. Voilà. Donc merci beaucoup à tous les deux.